on est en 2025, il y a encore une fois des débats sur le piratage. Est-ce que le piratage c'est bien? Est-ce que le piratage c'est pas bien? Moi j'ai des opinions éclairées sur le sujet, donc je vais vous dire la vérité sur les choses. Tout est parti du coup d'un tweet de Régel Gorilla. C'est fou maintenant ce réseau, tu tapes dans la barre de recherche le nom du film que tu veux, et il y a forcément quelqu'un avec un lien Drive des héros. Voilà, bonne année à tous bonne année 2015 à tous les Shegay. Donc voilà, globalement, il y a quand même ce truc où c'est des débats intemporels sur, tu vas sur YouTube, tu tapes machin film complet, tu trouves des liens facilement, vous allez sur archive.org, vous trouvez des liens facilement également, et là il se trouve qu'actuellement sur Twitter, il y a quand même une offensive très massive de liens Drive qui sont mis par 3-4 personnes, alors beaucoup plus évidemment en tant que tel, mais c'est 3-4 personnes qui concentrent l'ensemble du trafic qu'il y a autour de tout ça. Et clairement, moi, je veux dire, je vois les liens passer. C'est pas forcément des films qui m'intéressent. Moi, les films qui m'intéressent, je les prends petit à petit, tout ça. Voilà. Des gens mentionnent des sites dans le chat. Moi, je ne peux pas les mentionner. Mais, mais globalement, il y a quand même ce truc où c'est très facile aujourd'hui, globalement, de pirater. Et actuellement, vous tapez Godard Drive. Vous avez des drives avec tous les films de Godard, toute la rétrospective de Godard, etc. Et il y a même des gens qui se plaignent, genre Poisson, qui dit « Ah oui, il faudrait compresser les films. » Moi, j'aime bien le fait que ça soit en très très grosse qualité. Donc voilà. En tout cas, moi, mon avis personnel sur le piratage, c'est que je ne serais pas ici si le piratage n'existait pas. Très clairement, je ne serais pas là parce que moi je viens de... Enfin, encore une fois, le piratage, sans le piratage, ça exclut énormément de gens qui ne seraient pas devenus cinéphiles si le piratage n'existait pas. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'étais à Marseille, qui est pas la ville avec le plus de cinéma au monde. En plus, j'étais dans un endroit où il y avait vraiment... C'était assez reculé dans Marseille, il n'y avait pas nécessairement beaucoup de cinéma. Et clairement, moi, personnellement, je trouve que sans le cinéma, sans le piratage, j'aurais aucune idée de quoi regarder, j'aurais aucune idée de comment regarder les choses, et j'aurais dû genre me contenir et regarder un Godard quand il est rediffusé en salle, quand il est rediffusé à la télévision, des trucs du genre. Et encore une fois, je pense que là actuellement, je crois sur Letterboxd, j'ai genre quasiment 3000 films. Je crois que j'aurais vu peut-être un dixième, voire encore moins, peut-être une centaine de films en tout, s'il n'y avait pas le piratage. Parce que clairement, sans le piratage, j'aurais été mort. Sans le piratage, là, ma DVD Tech, elle est vraiment minuscule. Pourtant j'estime personnellement que je soutiens énormément le cinéma. Pendant un grand moment, j'avais énormément... J'achetais des Blu-ray dès qu'ils sortaient, des trucs du genre. J'essayais de soutenir les petites éditions de films. J'ai parfois des éditions Blu-ray, DVD de films qui viennent de sortir juste à côté de chez moi, parce que je me dis il faut soutenir ce genre de films-là. Et vraiment pour les films qui m'ont marqué, je peux vraiment les acheter en DVD et en Blu-ray. Mais en fait... globalement, sans le piratage, j'aurais que dalle, parce que même avec les plateformes, même avec des moyens légaux, quand ça passe à la télé, quand ça passe sur France Télévisions, quand ça passe sur Arte, etc., y a quand même ce truc où le piratage c'est énormément pratique, quoi. C'était un débat, je sais que Potatos en avait parlé juste avant. Il y a aussi tout un débat autour des lecteurs, en fait, tout simplement, les lecteurs Blu-ray. Pas les lecteurs Blu-ray, alors déjà oui, c'est un débat de qui est un lecteur Blu-ray, tout ça, c'est chiant. Enfin, pour avoir un lecteur Blu-ray, moi personnellement dans mon PC, c'est chiant, parce qu'il faut un logiciel partenaire de la part de Sony, etc. C'est chiant. En fait, il vaut mieux avoir une PS4 ou une PS3, c'est très pratique, et voilà. D'ailleurs, pour info, pendant un temps, j'ai taffé pour une petite boîte qui faisait des DVD. En fait, c'est une boîte, voilà, qui était éditeur de DVD. Et en fait, moi, mon job, alors ça a duré le temps d'un test, et en fait, je suis jamais allé, enfin voilà. Mais j'ai un peu bossé pour eux. Et globalement, en fait, mon job, c'était de tester les DVD. C'est-à-dire que vraiment... j'avais eu un petit test rapide, etc. Et c'était en fait regarder un DVD, regarder un Blu-ray et dire est-ce qu'il y a des problèmes à l'écran, est-ce qu'il y a des artefacts, est-ce qu'il y a machin, ce qui peut toujours arriver sur un fichier vidéo, sur une impression de DVD. Donc c'est vraiment un truc qui est ultra rébarbatif où je devais regarder ça tout le temps. J'avais fait un truc similaire d'ailleurs chez Allociné. C'est quoi ce boulot de fou? C'est très chiant les gens, c'est très très chiant. Et ce qu'ils utilisaient pour lire les Blu-ray, c'était spécifiquement des PS3, je crois des PS3 60 Go si je me trompe pas. C'est vraiment le modèle de PS3 qui coûte genre 20 balles aujourd'hui en occasion, parce que c'est le truc le plus pratique. C'est mon stage actuellement, bah voilà. Yon, alors, est-ce que t'es à Ivanti parce que du coup c'était là-bas, mais globalement c'est un truc, voilà, c'est un truc assez rébarbatif, assez chiant, mais
bah, ça permet de faire des heures un petit peu, donc voilà. Et globalement, il y a vraiment ce truc où les lecteurs Blu-ray actuellement, c'est vraiment un truc où c'est le plus pratique si vous voulez regarder des Blu-ray chez vous, évidemment. Maintenant, il y a aussi un autre souci avec le piratage. Enfin, un autre souci qui fait qu'on va vers le piratage plus spécifiquement, c'est que les lecteurs sur les plateformes de streaming sont dégueulasses. Vraiment dégueulasses. Et globalement, il y a vraiment ce truc où actuellement, vous allez sur Disney+. Alors Disney+, à la limite, ça va. Mais vous allez sur Netflix, vous allez sur MyCanal également. France Télé également, il est pas terrible. Des trucs du genre. Globalement, en fait, les lecteurs sont tellement dégueulasses. C'est-à-dire que moi, personnellement, je regarde beaucoup de mes films sur mon PC. Parce que c'est plus pratique, parce que au moins, je le regarde sur le côté, je fais mes petits trucs dans mon coin, etc. Et puis voilà. Et globalement, moi, personnellement, l'image ou l'interface, les deux. Alors déjà, l'image, enfin l'interface peut être assez chiante pour trouver un film, etc. Mais ça, à la limite, ça va. Moi, vous savez, c'est comme un supermarché. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, un supermarché, quand vous savez exactement où vous allez, ça va, ça prend 10 minutes et puis voilà. Au bout d'un moment, il y a quand même un truc où parfois il y a beaucoup de choses qui se passent. L'écran, tu ouvres Netflix, l'écran te hurle à la gueule, enfin voilà. Et notamment, bah, l'image, la qualité d'image. Moi, je me souviens qu'il y avait des mois où j'étais abonné à Netflix et où en fait, je piratais à côté Netflix tout simplement. Et j'estime personnellement que j'étais dans mon droit. Parce que j'avais vraiment j'avais vraiment l'abonnement Netflix, donc j'avais aucun problème avec ça. Mais par contre, bah, à côté, je piratais Netflix parce qu'en fait, les films qui m'étaient à disposition étaient donnés dans une qualité dégueulasse. Pourtant, je payais le forfait, etc. Mais ça m'était donné dans une qualité dégueulasse. Ça compressait dans les basses lumières, ça faisait des artefacts. Ça, c'était vraiment absolument immonde en fait ce qu'il y avait. Et globalement, c'est vraiment ce truc où c'était assez dégueulasse. Et donc pour moi, c'était légitime de pirater parce que je veux dire, The Irishman, je vais pas le regarder en qualité immonde sur Netflix en 360p quoi. Non, c'est immonde, j'ai pas envie de faire ça. Donc globalement, moi, c'est aussi pour ça, j'ai l'impression que beaucoup de gens piratent, c'est que la qualité d'image sur Netflix, sur plein de plateformes, est absolument désastreuse quoi. Et du coup, Régel Gorilla, qui montre également ce genre de tweet là. Tous les problèmes lecteur NAS, difficulté de lancer un Blu-ray sur un ordi viennent des DRM. Je comprends pas pourquoi on en est encore là alors que les films sont ripés de toute manière. Mais évidemment, enfin c'est ça qui moi m'exaspère le plus, c'est que en vrai aujourd'hui un Blu-ray, parce qu'un Blu-ray c'est la propriété de Sony, c'est pour ça que le mieux pour lire un Blu-ray c'est une PS3, une PS4, une PS5, parce qu'un lecteur Blu-ray ça sert à rien, autant avoir une PS3 d'occasion qui coûte 20 balles et puis voilà. Et globalement il y a quand même ce truc où en fait, autant le DVD c'était ultra versatile, c'est aussi pour ça que c'est vraiment partagé. Mais aujourd'hui, un Blu-ray, déjà c'est vraiment beaucoup plus cher. À la limite, il y a le côté qualité d'image, tout ça. Mais en plus, bah, c'est chiant quoi. C'est chiant de devoir acheter un lecteur spécifique pour ça. Je comprends hein, qu'il faille acheter un lecteur spécifique pour ça parce que la qualité d'image, tout ça. Mais c'est chiant de devoir acheter un lecteur spécifique pour ça. Et surtout, la vérité, moi je trouve par rapport au DVD, ce qui est dégueulasse avec l'arrivée du Blu-ray, c'est que quand le Blu-ray est arrivé, le DVD a commencé à perdre de sa cote. C'est-à-dire que ce qu'on observait, ce qu'observaient beaucoup de gens, c'est que alors qu'un Blu-ray avait une qualité vraiment magnifique, géniale, le DVD était constamment dégueulasse. Et donc beaucoup de gens se disaient, mais si ça se trouve, ce que font les éditeurs, c'est que le DVD, globalement, ils mettent rien, quoi. Globalement, ils compressent la qualité pour que les gens se disent, ah, quand même, le DVD, là, il était un peu dégueulasse. Bon, la prochaine fois, j'achèterai un Blu-ray. Ce qui, du coup, augmente les frais, augmente les coûts pour les gens qui achètent, évidemment. Donc bon. Sur Irishman, il y a un vrai bail. En plus, il y a un vrai bail de Netflix qui a impacté la photo, je crois. J'aurais dû adapter les costumes et les rayures. Oui, en plus, il y a ça. En plus, il y a ça. C'est vrai. On vend pratiquement plus aucun DVD aujourd'hui, c'est que du Blu-ray. Bah, ça m'étonne pas parce qu'au bout d'un moment, les DVD sont vraiment dans une qualité assez déplorable. Et pourtant, un DVD est capable de faire de la 720p, enfin, est capable d'avoir une bonne qualité. Je veux dire, au bout d'un moment, les Blu-ray qu'on a consommés quand on était gosse, même les cassettes pour les plus anciens d'entre vous qu'on a consommés quand on était gosse, étaient vraiment d'une plus grande qualité, hein, bien sûr. Il y a, il me semble, une petite mafia avec tout le matos surtaxé pour filer des royalties. En plus, bah, tout Blu-ray que vous achetez file des royalties à Sony. Donc voilà, bien évidemment.
Et en plus, voilà, je veux dire, Jean Bomber qui dit ça, je veux dire, au bout d'un moment, aujourd'hui, on a toutes les méthodes pour faire en sorte que les Blu-ray, que les DVD actuels soient en très grande qualité, quoi. Soit en très grande qualité, parce qu'on a des codecs vraiment extrêmement impressionnants. Moi, je vois les évolutions du H265, tout ça en tant que monteur. Je me dis, mais c'est ultra impressionnant ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. On est capable vraiment de mettre presque de la HDR dans des tout petits fichiers. Enfin, vraiment, c'est ultra impressionnant. Et ça, c'est du jargon technique, hein, les gens, évidemment, mais ça parlera peut-être à certains. Mais globalement, on est vraiment capable de faire des choses époustouflantes. Et bon, perso, ce qui me donnait envie d'acheter des DVD Blu-ray, c'est les bonus, mais récemment, je trouve qu'ils sont assez avares sur ça. Et ben justement, du coup, le truc, c'est que Regel Gorilla donc, fait son tweet. Il y a une réponse, du coup, de ESC Film. Alors, ESC Film, c'est particulièrement un éditeur de DVD, et c'est aussi un distributeur de films. Ils ont notamment distribué, il me semble, récemment, en partenariat avec d'autres sociétés, parce que c'était pas une distribution simple, Terrifier 3. Donc du coup le film qui a été interdit au moins 18 ans, tout ça, moi je l'ai vu, il était très chouette. Et donc moi ESC Film, a priori, je n'ai aucun problème contre eux. Je trouve que c'est plutôt une bonne société. Ils font des bons DVD, on va un peu voir après leur catalogue, mais ils font plutôt des bons DVD. Et du coup ils ont interrogé, ils ont dit donc voilà, en mode bah en vrai c'est pas un avis à avoir de la part d'un influenceur cinéma, tout ça. Et donc Regel Gorilla a répondu, malheureusement certains films n'existent tout simplement pas légalement en France, la préservation de la culture est importante aussi. Les gens piratent puis ils achètent quand disponible, ça a toujours été comme ça, il ne changera jamais. Là où je trouve que quand même c'est peut-être un peu abusé, c'est que en vérité il y a toujours des solutions pour voir légalement un film. C'est très très rare. Moi, dans ma carrière de cinéphile, ça a été très rare de ne pas trouver un film légalement. Vraiment, il y a toujours des options légales. Mais là où je le rejoins, c'est que les options légales, c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que c'est pas juste ah bah c'est dispo sur telle plateforme, bon bah je vais le voir et puis voilà. Je paye 40 balles par mois MyCanal ou une connerie du genre. Moi je paye pas MyCanal, mais je paye 40 balles par mois MyCanal ou un truc du genre et j'ai accès du coup à quasiment toutes les plateformes et bah je vais voir un petit peu si y a ça sur HBO, s'il y a ça sur Paramount, s'il y a ça sur machin. Bon, ok. Et globalement, je ne le trouve pas là-dessus, donc c'est possible de le trouver de manière purement légale sur YouTube, par exemple. Moi, il y a des films que j'ai pas réussi à trouver de manière illégale et que j'ai trouvé uniquement de manière légale. Ça aussi, ça peut exister. Et moi, ça a été beaucoup mon cas. Je me souviens, il y avait des films, genre, je crois que c'était La Razzia, film... Je sais plus, j'ai vu il y a très très longtemps. Salut Oussem, merci beaucoup pour le sub, ça paye des gros projets comme le projet qui est actuellement en annonce. Mais globalement... Moi, là où je suis assez, je peux être assez friand de ce genre de film-là, c'est que parfois, je peux payer mes films parce que les films ne sont pas disponibles de manière illégale. Donc voilà, c'est presque plus l'inverse, j'ai envie de dire, que ce genre de cas-là, bien sûr. Sur YouTube, c'est compté comme du piratage d'ailleurs. Alors, si le film est disponible de manière, enfin, comment dire, c'est possible de payer un film sur YouTube pour le regarder sur YouTube. C'est ce que j'avais fait du coup pour La Razzia. J'avais loué le film pour genre 3 balles et je l'avais regardé et après voilà. Et après au bout de 48 heures je l'avais plus. Et globalement il y a quand même ce truc où sur YouTube par contre, bah oui c'est du piratage. C'est des diffusions pirates en fait qui passent sous le radar de YouTube. Et donc voilà. Alors c'est aussi parfois des cas très spécifiques de films qui n'ont pas d'éditeur. C'est aussi ça, il y a aussi des films tout simplement qui en France n'ont pas d'éditeur, donc en fait personne n'a les droits, j'ai envie de dire. Après, comme YouTube se rattrape entre guillemets avec le fait qu'il copy strike des tonnes et des tonnes et des tonnes de trucs à tort, j'ai envie de dire. Par exemple le clip de Théodora. Donc voilà quoi. Acheter un film dématérialisé c'est cher aussi en vrai. Mais surtout moi la vérité, louer un film pour 3 balles, je me suis dit putain c'est abusé. Heureusement que c'était un film que quelqu'un m'avait conseillé, que j'ai oublié entre temps. Mais voilà quoi. Et du coup ESC qui répond, évidemment que le piratage existe, mais vous avez une grosse communauté, vous êtes un influenceur, des jeunes gens vous suivent, carrément chanter les louanges de l'offre illégale, franchement c'est pas sérieux. Enfin bref, putain le enfin bref à la fin me fume par contre. Mais clairement, enfin pour moi personnellement je vois pas de problème avec le fait d'être influenceur et de partager le fait de pirater en fait clairement, parce que encore une fois moi sans le piratage je n'aurais jamais regardé tous les films que j'ai vus, parce que
On va être honnête, c'est quoi du coup les autres options pour regarder les films que tu as envie de voir? C'est les plateformes qui ne financent pas assez suffisamment pour mettre des films de patrimoine, pour mettre des films importants. Je sais pas moi, ESC, c'est un distributeur de films, Oussem. Et c'est un éditeur de DVD également, enfin voilà. Et globalement, du coup, ça serait quoi l'option? Parce que moi, personnellement, à la base, je suis Marseillais. À Marseille, il n'y a pas tellement énormément de rétrospectives. Et pourtant, il y en a, hein, je veux dire, il y en a, mais il y en a bien moins qu'à Paris. Et pour autant, je veux dire, typiquement, si vous êtes dans un coin paumé, qu'il n'y a pas beaucoup de cinéma autour de vous, qu'il n'y a personne enfin, qu'il n'y a pas de médiathèque, qu'il n'y a pas machin, bah ça peut être très très compliqué parce que évidemment il y a des options qui sont gratuites, légales, les médiathèques, France Télé, Arte qui diffusent régulièrement des films et en plus qui diffusent régulièrement des chefs-d'œuvre. Hein, je veux dire sur France Télé, sur Arte, il y a vraiment des chefs-d'œuvre qui sont diffusés. Mais clairement. Si vous allez sur les plateformes, le catalogue il est extrêmement médiocre. Alors oui, Netflix a restauré certains films de la nouvelle vague, donc il y a des films de la nouvelle vague qui sont super chouettes. Maintenant, au bout d'un moment, un DVD ça coûte de plus en plus cher. Enfin, ça coûte de plus en plus un prix qui est perçu comme cher actuellement en 2025 dans la France de Macron. Donc globalement, tu peux pas non plus te permettre de faire ça. Donc vraiment, c'est pour ça que moi je défendrai jusqu'à la mort le piratage. Vraiment, enfin moi je pense jusqu'à la fin de ma vie je piraterai parce que j'ai envie d'être très honnête là-dessus et j'ai pas envie pour autant enfin à chaque fois pour moi la solution face au piratage, bah, c'est d'avoir des meilleures offres, c'est d'avoir notamment de la part de Netflix, notamment de la part des plateformes parce que maintenant c'est les plateformes qui dirigent tout ça. Mais je veux dire. Et c'est aussi d'avoir une bonne expérience en salle. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, moi, typiquement, là où je défendrais énormément le piratage, c'est que j'ai régulièrement découvert des filmographies de gens que voilà, j'ai découvert comme ça en piratant. Et en fait, après, ce que je fais, c'est que je vais voir le film au cinéma. C'est que je vais voir le film suivant du réalisateur au cinéma. Et ça, c'est ma manière de soutenir un cinéaste. C'est-à-dire que, clairement, quand tu soutiens de cette manière-là le cinéma, c'est une manière, en fait, de récompenser un film de récompenser un cinéaste parce que il a fait un film que tu considères être un chef-d'œuvre qui a vraiment très très bien marché en ligne, de manière légale ou illégale. Et ensuite, tu vas le récompenser sur son film suivant en disant, bah regarde, ton film maintenant, je le soutiens. Et comment dire, ça force même presque les éditeurs et les distributeurs de films à soutenir en fait des cinéastes jusqu'à la fin de leur vision, quoi. Parce que ce qu'on observe également, c'est en vrai ce truc comment dire, ce truc où généralement un éditeur en fait il peut passer comment dire, un réalisateur peut passer d'éditeur en éditeur, c'est ce qu'on voit énormément évidemment, mais c'est généralement pas pour des très bonnes raisons, j'ai envie de dire. Donc bon, et généralement, se tenir à un réalisateur, ça ne peut qu'avoir des bénéfices. On se souvient de l'effet Justine Triet, où je crois qu'elle a distribué tous ses films chez Le Pacte, parce que Le Pacte avait confiance en elle. Si je ne me trompe pas, hein, bien sûr, c'est vraiment, je sors ça de mon chapeau, hein, ça se trouve c'est pas le cas, mais je crois qu'elle a diffusé tous ses films chez Le Pacte, et ça a payé pour Anatomie d'une chute, quoi. Les influenceurs peuvent aussi promouvoir l'offre légale, celle peu connue. Typiquement, il y a dans les réponses des types qui essayent mais ce film, ils ne sont que piratables sur des films édités qui ne sont pas en rupture de stock, en location, en ligne et en plus. Bien sûr, enfin, c'est ça aussi, c'est que moi, la vérité, je soutiens toujours le piratage, mais si vous avez la possibilité de soutenir un film, particulièrement chez des petits distributeurs, parce que voilà, acheter le dernier Pixar en Blu-ray DVD, un truc du genre, ça ira quoi, je veux dire, ça ira clairement. Par contre, soutenir des gens comme Potemkin, comme plein d'autres, enfin voilà quoi. Est-ce que le problème c'est pas le piratage des films récents? Certaines personnes ne vont plus au cinéma car ils savent que le film sera dans X mois sur leur site illégal préféré, ça casse en plus la chronologie des médias français. Alors, pour les films états-uniens, pour les films ailleurs, évidemment. Je veux dire, c'est vraiment un truc qui nique enfin, moi, je vais vous avouer quelque chose. J'ai vu Sorry Baby chez moi. J'ai quand même ce truc-là. J'ai vu Sorry Baby chez moi. Malheureusement, j'avais un truc où en fait j'étais entre deux feux et je me suis dit putain, tiens, il y a quoi à se mettre sous la dent? Et j'ai vu sur un de mes sites préférés qu'il y avait Sorry Baby. Et je me suis dit, ah tiens, bon,
Il est tard, il était genre 22 h, il n'y avait plus aucun des cinémas qui diffusait. Et je me suis dit, bon, je vais le regarder comme ça. Parce que bah, il est sorti il y a près d'1 an, je crois, aux États-Unis. Donc voilà. Mais globalement, il y a quand même ce truc où moi, je regarde parfois des films états-uniens qui viennent de sortir en salle chez moi parce que je me dis, bon, il est déjà dispo. Pourquoi se priver, j'ai envie de dire. Et puis voilà. Pareil, mais il n'est pas diffusé dans mon ciné. C'est aussi ça. C'est-à-dire que moi, je connais, il y a plein de gens qui piratent des films qui viennent de sortir parce que, bah, en fait, t'aurais pu voir un film, mais bref, bah, j'ai vu Sorry Baby. Il est con, lui, ou quoi? Pareil pour, voilà, Escape from the 21st Century. Mais pour le coup, c'est là aussi où je trouve qu'il y a une grande différence. C'est qu'autant Sorry Baby, j'aurais kiffé le voir en salle parce qu'au final, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Mais là où je trouve qu'il y a une différence, c'est que bah, il y a des films où c'est vraiment des expériences de cinéma très fortes et où je me dis putain, j'ai vraiment envie de le voir en salle, j'ai vraiment envie de soutenir le film, j'ai vraiment envie d'aller le voir le revoir parce que Escape from the 21st Century, je vais le revoir en salle pour soutenir le distributeur Sharif de distribution qui en plus a vraiment distribué que des bangers. Ils ont distribué ça et 100 of Beavers. Donc vraiment, moi je le soutiens à mort. Et globalement, il y a quand même ce truc où Escape from the 21st Century, je sais que je vais le revoir en salle pour le soutenir. Et je referai la propagande quand il sortira, vous inquiétez pas. Et donc, globalement, il y a quand même ce truc où, effectivement, pour les films récents, j'entends le fait que ça peut être assez frustrant, entre guillemets. Le truc, par contre, c'est que ça, on a eu des tonnes et des tonnes d'études sur le sujet. Mais en fait, le piratage, ça n'a jamais détruit des films. C'est-à-dire que le mythe le petit film qui se fait pirater à mort et où en fait tout le monde l'a vu mais personne ne l'a soutenu, etc. Ça n'existe pas tellement. La vérité, c'est déjà des gros films en fait qui seront piratés. Vous regardez le top, je veux dire, on peut regarder ça tous ensemble. On va regarder ça tous ensemble, mais on regarde le top des films piratés en 2024, quelque chose du genre. Parce qu'il y a toujours ça, hein, clairement. Vous regardez, alors c'est plus les séries, mais bon, allez, top des films piratés, tac 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 tac. Bon, on va regarder top des films les plus téléchargés du moment. Tiens, voyons voir ça. Donc on a du coup, alors ça c'était quand? C'était du coup la semaine du 28 au 25 mars 2025. Donc on a Roadhouse, carton. Madame Web, ça a été un succès. En son temps, ça a été un succès. Donc voilà, en tout cas, ça n'allait pas sauver le film si le piratage n'existait pas. Oppenheimer, carton. Bob Marley, One Love, carton. Damsel, que je ne connais pas. Est-ce que c'est un film Netflix à la con? C'est un film Netflix à la con. Donc voilà, on s'en fout. Poor Things, carton. The Beekeeper, c'est le film avec Jason Statham, ça, je crois. Carton. Argyle, ça a été un succès. Dune, bah, en prévision, du coup, j'imagine que je crois que Dune partie 2 sortait à peu près en même temps. Donc voilà, les gens rattrapaient Dune et Dune partie 2. Ça a été tous les deux des cartons. Donc je vais dire, au bout d'un moment, c'est pas le mythe du film indé qui se fait pirater à mort n'existe pas. C'est vraiment ça, par contre, faut se le sortir du crâne. Les petits films détruits par le piratage, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on va pas grappiller des centaines et des centaines d'euros comme ça parce qu'il y a 4-5 personnes qui ont regardé, je sais pas moi, Sorry Baby en piratage. C'est pas ça, les gens. C'est pas ça. Donc bon. La plupart sont des blockbusters, ça va pas être ton film indé à 2 millions de budget. Faut pas se tromper de combat, mais bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que moi, je trouve ça dégueulasse de dire oui, les petits films, etc. D'autant plus que je veux dire, ok, ESC films, je pense qu'ils peuvent se dire, ah, c'est chiant. Mais la vérité, les gens qui regardent Régé le Gorilla, ils regardent majoritairement, je pense, des gros blockbusters. Même si Régé fait un petit travail parfois pour mentionner des ressorties de salles, etc. Mais la réalité, puisque en plus Régé le Gorilla, en ce moment, je sais qu'il fait des sondages là-dessus. Mais je sais qu'il fait des sondages sur globalement. Putain, il tweet ce con. Mais, mais je sais qu'il fait énormément de sondages en ce moment sur est-ce que vous avez vu machin. Mais déjà, regardez, il fait la promotion de Tarde de Soledad, tout ça. Qu'est-ce qui fait le plus de mal au cinéma? Les piratages, les plateformes de SVOD type Netflix ou le piratage? Je pense que les plateformes de SVOD font beaucoup plus de mal au cinéma. Mais ça, j'en reparlerai dans ma démarche, évidemment. Mais je sais qu'il y a un petit moment, il faisait... Putain, il tweet ce con. Oh, mais qu'est-ce qu'il tweet? Mais voilà, il faisait des petits sondages comme ça. Avez-vous vu Les Sentiers de la Gloire? Il y a 75% de son audience qui ne l'a pas vu, qui pourtant est un chef-d'œuvre, qui est vraiment génial. Avez-vous vu Massacre à la tronçonneuse? 62% ne l'ont pas vu. Et pourtant, c'est quand même un truc où c'est assez populaire.
Avez-vous Suicide Squad 6, qui pour moi reste un classique, vraiment. 92% ne l'ont pas vu. Avez-vous vu Baraka? Ça pour le coup je crois que je l'ai vu. Non c'est Baraka que j'ai vu. Donc Suicide Squad 6, Baraka, Samsara, c'est des films globalement, ils sont inconnus au bataillon pour Regé Gorilla, pour son public du moins. Par contre The Dark Knight, ah bah ça 89% les gens. C'est quand même une preuve, moi si on doit en trouver une, que a priori des petits éditeurs comme ESC Film, qui je veux dire on peut regarder d'ailleurs ce qu'ils distribuent, mais globalement il n'y a pas grand chose. C'est-à-dire que là actuellement c'est ESC Édition. Alors ils sont en partenariat avec plein de trucs, donc ils ont aussi des gros blockbusters, tout ça. Mais ils ont aussi des plus petits films assez oubliés, et notamment c'est ESC Distribution, je crois, où clairement c'est un tout petit distributeur qui fait que distribuer des petits trucs, et où vraiment c'est assez... Enfin si on regarde, tac... C'est où ces distributions? Ah putain, je sais plus qu'est-ce qu'ils ont édité exactement, mais ils éditent des blockbusters, mais ils éditent également surtout des petits films. C'est quand même ce truc-là. Donc clairement, c'est là aussi où... Ah bah oui, ça reste un gros truc, évidemment, mais tu sais, Terranio qui disait Potemkin, c'est déjà un gros truc. C'est quand même un truc où, dans le milieu cinéphile, de manière très générale, ça reste un truc où Potemkin, typiquement les éditions Potemkin, pour le coup, c'est vraiment assez petit, et même si c'est des chefs-d'œuvre du cinéma et c'est des films ultra marquants, bah reste que tout le monde n'a pas vu le Napoléon d'Abel Gance, tout le monde n'a pas vu Rock Bottom. D'ailleurs voilà, magnifique édition du Napoléon d'Abel Gance. Alors évidemment ils ont également, parce qu'il faut ça pour survivre, j'ai envie de dire, c'est comme les cinémas RSC sont obligés quelque part de diffuser des blockbusters, donc évidemment que les distributeurs de DVD vont également faire ça, mais je veux dire, là typiquement, oula je vais éviter de trop scroller, mais on regarde typiquement dans le milieu animation, autant ESC Cinéma, il y avait quand même quelques petits films assez reconnus, mais là typiquement Blue Giant, je sais hein, bien sûr que tout le monde l'a vu ici, tout ça, enfin voilà, moi je l'ai pas encore vu. C'est pas non plus le truc le plus reconnu. Il y a du Blanche-Neige, parce que voilà, il faut faire ça. Mais il y a aussi Gunbuster. Et Gunbuster, pour le coup, moi je l'ai regardé quand j'étais ado, génial d'ailleurs. La fin fait vraiment chialer, mais clairement, c'est un truc qui est ultra bien, évidemment. Oui, Gunbuster, trop bien. Et d'ailleurs, clairement, moi je fais la promo, si je dois à un moment faire la promo, parce que j'ai fait la promo du piratage. Je fais un petit peu la promo quand même. Le Napoléon d'Abel Gance. Alors oui, 100 balles. Certes, quand même. Mais ça les vaut. Je pense qu'on peut se les dire. Ça les vaut. Parce que clairement, 100 balles pour avoir à jamais Napoléon d'Abel Gance. Avec, je sais que tout le monde se moque de la couverture où on dirait Alain Chabat. Mais bon, c'est... mettez du respect sur Dieudonné. Puisque c'est le nom de l'acteur. Albert Dieudonné. Mais globalement, il y a quand même ce truc où j'estime que ça les vaut. Les 100 balles pour Napoléon. Donc bon... terrifiant Napoléon qui te fixe comme ça. Mais oui, bien sûr. Et en tout cas, c'est aussi une... comment dire? Ah putain, j'ai cru que c'était l'autre J'accuse. Mais globalement, ça les vaut. Parce qu'en plus, c'est une édition qui est marquée avec vraiment un livret, avec des documentaires, avec un docu sur la restauration du film. Ça m'intéresse. Hein. Moi, je suis prêt presque à mettre les 100 balles juste pour ça. Hein. Bien sûr. Des analyses de séquences. Donc là... c'est pas juste un Blu-ray où tu l'achètes pour avoir juste le film, quoi. C'est-à-dire que là, tu l'achètes principalement, je pense, pour les bonus à côté. Donc voilà, clairement. Et globalement, moi, là, je vais rentrer un peu plus dans les tweets qu'il y a en dessous. J'achète personnellement beaucoup de Blu-ray chez vous et autres, 3 cinémas par semaine, plus Canal, mais je peux me le permettre. Il y a des gens en France et surtout dans d'autres pays qui n'ont pas les moyens, ni financiers ni locaux, de découvrir des films légalement. Certes, de toute façon, le piratage existe, on le sait tous. Mais carrément en faire la promotion et en chanter les louanges quand on se veut influenceur cinéma avec une grosse communauté, on n'a pas besoin de ça, c'est dramatique, on galère déjà assez. Et encore une fois, je veux dire, ESC Film, Potemkin, c'est des relativement... Enfin, je mets Potemkin dans le même panier, je pense que les gens comprendront. C'est quand même ce truc où c'est des relativement petits distributeurs. Ils ne sont pas concernés par le piratage. C'est-à-dire que vraiment, les gens qui sont fans de ESC Film, c'est vraiment des gens qui... vont acheter chez eux, et en fait c'est aussi un truc, c'est que globalement encore une fois, quelqu'un qui pirate un film ne l'aurait de toute manière pas acheté. Et donc qu'est-ce que ça fait de pirater un film? Si le film n'est pas piraté, la personne n'a juste pas vu le film.
Et donc, ça fait que tu construis pas une culture cinéphile, tu construis pas une culture cinéphilique. Et donc, tu n'auras pas envie, typiquement, si tu es plus âgé, que tu montes dans une plus grande ville, etc., pour tes études, pour d'autres choses, tu n'auras pas nécessairement envie d'aller au cinéma et tu iras au cinéma voir un blockbuster, un énième blockbuster. Mais si tu pirates un film, même un petit film, hein, que ce soit, je sais pas, ou alors des classiques, etc., bah, tu vas peut-être, pour le coup, te construire une culture cinéphilique. Je pense que beaucoup de gens, moi y compris, ont piraté Le Parrain, ont piraté des films, voilà, des classiques du cinéma, pour se faire une culture. J'ai piraté des Disney quand j'étais plus jeune, j'ai piraté des Marvel quand j'étais plus jeune, évidemment. Mais il y a quand même ce truc où je me suis construit une culture cinéphilique, exclusivement, je pense, avec le piratage. Parce que le reste, je veux dire, moi quand j'étais plus jeune, j'allais voir des films en salle, et c'était que des blockbusters, donc c'était les seuls films que je soutenais. Quand j'étais vraiment, je dis quand j'étais plus jeune, hein, bien sûr. Heureusement, j'ai grandi. Et globalement, quand je piratais exclusivement des chefs-d'œuvre, quoi, bien sûr. C'est un peu faux si tu pirates, car c'est l'option la plus simple. Que tu ne connais pas l'offre légale, peut-être aurais-tu acheté le film. Bah non, parce que si tu n'as pas l'argent pour acheter le film, c'est aussi ça. Moi, quand j'étais plus jeune, j'avais pas de carte bleue. Et j'avais pas demandé la carte bleue de mes parents pour aller acheter un film à 20 balles en location. C'est ça le truc aussi. Là, on parle aussi d'impossibilité de moyens financiers. C'est ça aussi le problème. Et je sais qu'il y a plein de gens qui en ont parlé. Pleur, il a bien raison. Le piratage, c'est une ouverture vers le cinéma. Tout à fait. Pas de souci. Dites-nous dans quoi vous travaillez et on viendra se servir gratos. Alors moi, personnellement, je fais de la prestation de service. Donc tu peux pas voler de la prestation de service. Et puis, allons tous voler des livres à la Fnac. Feintons les vigiles et allons gratuitement au concert. Oui. Chad yes, j'ai envie de dire. Enfin, clairement, c'est quand même ce truc où, bah, juste oui. Enfin, je veux dire, moi j'ai déjà volé dans les grandes surfaces, j'ai déjà volé un peu partout. Très bonne idée. Enfin, vraiment, très très bonne idée. Accidentellement de gauche, j'ai envie de dire. Enfin, vraiment. Vous n'oseriez pas voler à la Fnac. C'est sûr, c'est plus simple sur internet. Donc, bon. Et globalement, alors là, un très bon exemple d'ailleurs, juste après. Ok, petite colle, je cherche Bad Taste de 1987, l'un des premiers films de Peter Jackson. Alors, il se trouve que je crois que Bad Taste est quand même plutôt disponible. Mais encore une fois, il y a beaucoup de films comme ça qui sont juste sans éditeur, qui sont nulle part. Enfin, vraiment, quoi. Donc bon, ça va faire chier pour l'inventaire, mes balèques. Mais de toute manière, c'est comment dire, ça va faire chier pour l'inventaire, fait chier, j'ai envie de dire. Enfin, moi, j'ai jamais fait d'inventaire. Dieu m'en préserve, j'ai envie de dire. Mais faire l'inventaire fait chier. Genre vraiment. Donc bon, c'est ça aussi. Donc bon, et en fait, c'est aussi... là où moi je veux en venir, c'est que le piratage, c'est souvent vu comme quelque chose qui est désastreux pour les personnes qui sont... Alors, très bonne remarque par contre de Vexor. Pirater un film ne fait pas perdre de l'argent au distributeur, contrairement à voler un DVD Blu-ray à la Fnac. Alors, ça ne fait pas perdre de l'argent au distributeur non plus de voler un DVD Blu-ray à la Fnac. Techniquement, la Fnac, en fait, c'est eux qui achètent en premier les DVD. Ça fait perdre de l'argent à la Fnac par contre. Donc bon. Mais bon, est-ce que je me soucie du fait que la Fnac perd des DVD? Voilà. Et voilà, peut-être il y aura un employé qui se fera un peu réprimander, voilà. Si vraiment il y a 50 DVD qui sont volés dans son rayon, oui, peut-être. Mais a priori, je veux dire, techniquement, la Fnac, enfin, l'éditeur du DVD a déjà fait son argent juste en vendant son DVD à la Fnac. Donc bon. Voilà. Tu feras l'inventaire qui y vole ou pas. Voilà. C'est un petit peu ça aussi. Donc bon. Et globalement, là où je voulais en venir, c'est que le piratage, c'est souvent vu comme quelque chose qui est atroce pour les artistes, techniquement. Parce que les gens se disent que les gens qui... comment dire, quand on pirate, en fait, c'est... Enfin, comment... C'est plus l'inverse. Les gens ont cette mentalité de se dire que quand j'achète un DVD, quand j'achète un Blu-ray, je soutiens les gens qui ont fait le DVD, les gens qui ont les créatifs derrière, etc. La réalité, en fait, elle est tout autre, puisque si on regarde, du coup, typiquement en 2021, le prix moyen de vente d'un DVD, c'est de 14,22 €. J'imagine bien. Je veux dire, je vais pas remettre ça en question, ça me paraît plutôt logique. Moi, je vois souvent des DVD à 20 €, mais j'imagine qu'il y en a beaucoup à 10 €, donc pourquoi pas. Et si on regarde ça, du coup, si on regarde la distribution de combien va aux auteurs derrière le film en question, et ben c'est 47 centimes pour un DVD du coup de
on rappelle 14 €. Sachant que l'industrie du DVD est plus ou moins en train de se péter la gueule face à l'industrie des plateformes, sachant qu'il y a de moins en moins de DVD qui sont vendus globalement, et clairement enfin, encore une fois, quand vous achetez un DVD, vous soutenez pas tellement le distributeur, vous soutenez pas tellement les artistes qu'il y a derrière, vous soutenez en fait toute l'industrie qu'il y a, puisque toutes les recettes du DVD c'est 6 € pour le coup, c'est quasiment la moitié du DVD, c'est des recettes en fait. C'est-à-dire que clairement c'est là où clairement pour moi ça ne vaut rien en fait d'acheter un DVD si vous voulez soutenir un éditeur, si vous voulez soutenir un film. Et je veux dire, autant aller par exemple au cinéma. Là pour le coup, vous allez presque mieux soutenir le cinéaste et mieux soutenir même le distributeur qui a pris ce risque-là de le sortir en salle que de le soutenir en DVD, quoi. Clairement. Et après, voilà, il y a des très fortes éditions. Encore une fois, moi, l'édition Napoléon d'Abelgance qui coûte 100 balles, ça me paraît ultra important de la soutenir parce que même si ça vaut 100 balles, même si c'est ultra cher, ça reste un chef-d'œuvre du cinéma. Et en plus, c'est une édition qui est très très fournie. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc c'est là aussi où pour moi, on se trompe un petit peu d'ennemi parce que... Enfin, on se trompe un petit peu d'ennemi parce que l'ennemi n'est pas le piratage. L'ennemi, c'est toute l'industrie... Alors c'est déjà toute l'industrie du DVD, mais c'est aussi toute l'industrie tout simplement des plateformes. Parce que pour le coup, les plateformes, si vous pensez que le DVD, c'est déjà, c'est déjà que dalle par rapport à tout ce que ça gagne... pour les auteurs, sachant que les auteurs en plus, là, ce que ça dit en mode les droits d'auteur, rappelle ce qui est considéré comme un auteur sur un film, c'est le réalisateur, le scénariste, les acteurs principaux et également le compositeur. Donc ça fait que ça doit se repartager entre tout ça, clairement. Et en vrai, enfin moi c'est là aussi où je veux en venir, c'est que l'ennemi principal du piratage, enfin l'ennemi principal du cinéma, c'est pas le piratage, c'est même pas, j'ai envie de dire, le DVD, parce qu'à la limite le DVD ça verse un petit peu d'argent, ça verse que dalle, mais ça verse un petit peu d'argent, c'est clairement les plateformes de streaming, parce que pour le coup il y avait une très belle formule qu'avait trouvé Steven Soderbergh, si je me trompe pas, qui était de dire soit les plateformes de streaming gagnent plus d'argent que ce qu'on pense et c'est un problème, soit les plateformes de streaming gagnent moins d'argent que ce qu'on pense et c'est un problème. Parce que clairement, il y a un souci là-dessus, il y a un souci dans la gestion de l'argent qu'on peut avoir sur les plateformes de streaming, où en vrai, c'est clairement dégueulasse, quoi. C'est clairement... Il y a des gens qui ont tourné dans des séries qui font vraiment des tonnes et des tonnes d'audience sur le long terme, sur des années après. Je veux dire, The Office, typiquement, il y avait un gros boom avec la sortie sur Prime Video. Pareil pour Breaking Bad sur Netflix, etc. Et je veux dire, les créateurs derrière, les gens qui ont tourné derrière, ils touchent quasiment que dalle. C'est que Netflix, quasiment, qui reçoit en fait tous les louanges de ça. Donc c'est là où moi je trouve ça particulièrement dégueulasse. Parce que la vérité, quand vous achetez un DVD, quand vous regardez un film sur une plateforme, vous soutenez la plateforme plus que les auteurs, plus que les créatifs derrière, quoi. Donc bon. Quand ils font des séries qui n'ont pas de Blu-ray ou de DVD, ou pareil pour certains films, par exemple Barbarian, si le film disparaît de la plateforme, il est où? Là aussi, on rentre dans des thématiques où, moi je suis désolé, mais il y a typiquement... Allez, tiens, on va rentrer dans une thématique. La série Willow. La série Willow, voilà, les gens, je pense que vous connaissez Willow, le film, évidemment. La série Willow, pour le coup, ben, elle a disparu. C'est-à-dire qu'actuellement, je vais regarder sur Disney+, est-ce que la série est disponible? Bah non, il y a le film original. Mais il n'y a plus rien. Parce qu'il n'y a pas de DVD, il n'y a pas de Blu-ray, il n'y a que dalle. Et pourtant, je veux dire, Willow, c'est un gros film. La série Willow, elle a été quand même ultra bien vendue. Et vraiment, et avec le retour de, comment il s'appelle, Warwick Davis, tout ça, enfin des trucs du genre. À Skip, la série est plutôt sympa. Moi je l'ai pas vu, à Skip c'est plutôt rigolo, enfin voilà. Et pourtant la série n'est plus disponible, quoi. La série est disponible nulle part. Donc si j'ai envie de regarder la série Willow, je ne peux pas, parce qu'elle a été supprimée des plateformes par Disney, par les ayants droit. Donc bon, et c'est pas du tout rare ce genre de suppression de catalogue. Rappel, évidemment, enfin c'est un petit peu ça. Dans un livre de Pacôme, tu m'as donné de la crasse et j'en ai fait de l'or. Il y a un très beau passage sur la question du prix des œuvres culturelles. Et c'est là aussi la vérité, tout le sujet. Mais ça, j'y reviens un petit peu après. C'est que, rappelle que aussi, quand moi je suis pas contre le fait de soutenir un film quand il sort en salle, et même de soutenir son distributeur et son éditeur. Le problème que j'aurais, c'est que actuellement,
quand je regarde l'état de l'industrie hollywoodienne, l'état de l'industrie globalement cinématographique, ce que je vois, c'est que je n'ai pas envie de soutenir Warner Bros. Pourtant, j'ai envie de voir Coyote vs Acme et j'ai envie de soutenir des démarches comme Coyote vs Acme. J'ai envie de soutenir même des démarches comme Sinners, qui sont des films originaux, qui sortent un petit peu des sentiers battus, avec tous les défauts que ça a évidemment. J'ai envie de soutenir des films comme One Battle After Another, qui est le dernier PTA, qui sort sous la chapelle de Warner Bros. J'ai envie de soutenir des films comme Weapons, même si je trouve que c'est pas un très bon film, je comprends, et je soutiens ce genre de film là, parce que ça reste un film original, un peu loin des franchises, tout ça. Le problème, c'est que quand je soutiens des films originaux de la Warner, quand je soutiens des films originaux de Disney, derrière, qu'est-ce que prend comme décision Disney? C'est d'annuler les suites. C'est d'annuler le fait de continuer à faire des opus originaux. Et en fait, le problème, c'est que si Sinners est un succès, le message que j'ai envie d'envoyer en soutenant ce genre de film-là, c'est faites plus de films originaux. Le message que reçoit Warner Bros. Et que va appliquer Warner Bros., c'est de se dire, je veux faire une suite à Sinners. Ce qui est un petit peu, enfin encore une fois, c'est pour ça que cette notion même de soutien à un film, soutien à une œuvre, je trouve qu'elle est particulièrement dégueulasse. Parce que en réalité, quand je soutiens une œuvre, j'ai envie de soutenir les artistes derrière pour qu'ils aient le droit, j'ai envie de dire, de continuer à exercer leur métier. Ce que je trouve déjà vraiment dégueulasse. Parce que clairement pour moi, un artiste n'a pas besoin, un artiste ne mérite pas, entre guillemets, d'avoir des louanges plus qu'un autre, j'ai envie de dire. Enfin vraiment, il y a ce truc-là. Et globalement, il y a vraiment ce truc où, moi personnellement, quand je soutiens une œuvre, admettons que j'ai envie que tel artiste mérite pas. Moi je trouve c'est dégueulasse comme jugement, mais bon allez, j'ai de la science infuse, je sais exactement ce que je fais, allez, on admet 5 secondes ça. Et quand avec toute ma science infuse, je me dis, je vais soutenir ce film là, bon déjà ça peut ne pas être suffisant, ça j'entends que ça peut ne pas être suffisant, tout ça ok. Mais surtout, bah, ça va être pris de la mauvaise manière. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire, bravo les créatifs, vous avez gagné, la réalité, ça peut être tout autre, quoi. Et je veux dire, il y a parfois voilà, des récompenses monétaires pour un film qui est un gros succès, mais pas toujours, quoi. Et moi d'ailleurs, je rejoins là-dessus, il y avait un témoignage assez effarant d'ailleurs de... si je tape Twilight Director, Cupcake, je crois que c'est ça. En gros... En gros, la réalisatrice du coup de Twilight, comme le film a été un succès, elle a eu une petite récompense. Un petit gâteau. Sachant que, je veux dire, ça c'est des cadeaux donnés par les studios, etc. Sachant que ça peut être des gros succès, tout ça, ça ok. Mais surtout, ce qu'elle explique dedans, la vérité, c'est que, du coup, alors, si je me trompe pas sur le nom de la réalisatrice, c'est du coup... Catherine Hardwicke, pardon. Je crois que c'est une des seules réalisatrices qui a bossé sur un film de vampire d'ailleurs. Ce qui est assez... Enfin, je veux dire, de souvenir, les films de vampires, c'est quasiment que des mecs. Mais vraiment, sachant que la plupart des gens, quand le film fait vraiment un carton, ils offrent des voitures, quoi. Mais elle a reçu un petit cupcake, quoi. Donc encore une fois, même récompenser un film, un cinéaste pour le succès en salle, ça ne marche pas. Vraiment, c'est ça aussi où moi je trouve qu'il faut pas être d'élu. C'est que se dire, ouais, je vais récompenser un film parce que ça a eu un gros succès, ça a eu un gros carton, en vérité, ça ne marche pas et ça ne marchera pas. C'est vraiment ça où moi je trouve que c'est assez dégueulasse comme opinion autour du piratage. C'est qu'au bout d'un moment, vas-y les gens, piratez les jeux. Vraiment, enfin moi, c'est ça aussi mon analyse là-dessus. Piratez vos jeux, piratez vos films, etc. C'est juste, au bout d'un moment, évidemment, si vous avez envie de soutenir, si vous avez envie d'envoyer un bon message, de dire, regardez, ce film-là, moi je l'adore, j'ai envie qu'il y ait plus de production du genre, oui, faites-le, essayez de soutenir un maximum. Mais au bout d'un moment, si on est honnête 5 secondes, moi je trouve quand même que ça reste assez, légitime de pirater, puisqu'évidemment vous pouvez ne pas avoir les moyens. Et au bout d'un moment, c'est aussi ça la base du problème, hein, je pense qu'on peut se le dire, mais la base du problème, c'est que ça va diviser les gens entre ceux qui ont les moyens de payer une œuvre artistique, qui, je veux dire, les situations aujourd'hui de transfuges, de gens qui n'avaient pas trop de moyens quand ils étaient jeunes et maintenant en ont, etc. C'est quand même ultra fréquent. Et la vérité, bah, piratez vos œuvres parce que ça vous donnera un avantage, j'ai envie de dire. Parce que
si le piratage n'existait pas, si c'était impossible de pirater les œuvres, si Internet était cloisonné, comme là actuellement ça essaie de plus ou moins censurer Internet, etc., avec plein de lois liberticides, que je trouve, enfin anti-liberté que je trouve assez dégueulasses, sur le piratage, sur l'observation des données, tout ça. La vérité, moi je trouve que si le piratage n'existait pas, bah, ça serait les gens de Paris qui auraient accès du coup à toute la culture légitime en salle, en bonne qualité, etc. Et il y aurait les gueux, quoi. C'est là où je trouve ça dégueulasse, c'est que clairement, moi je trouve ça chiant, quoi. Régé a tout dit en une phrase, sans le piratage, il n'y aurait que des bourgeois pour parler de cinéphilie. Évidemment, et je veux dire, avoir des regards cinéphiliques sur, comment dire, avoir des regards sur sur le cinéma d'un point de vue plus prolo, entre guillemets, d'un point de vue plus prolétaire, c'est clé, quoi. Enfin, moi, je vous le dis, c'est là aussi où je suis ultra partant pour le fait de dire qu'il faut plus pirater. C'était le cas pendant longtemps, évidemment. C'est que, clairement, pour moi, c'est ultra légitime, quoi. C'est ultra légitime avec le fait... Enfin, c'est ultra légitime dans le côté... rendre la culture à tout le monde, quoi. Rendre la culture accessible à tout le monde. Et moi, vous savez, le motif de cette chaîne, c'est de dire tout le monde est cinéphile. Tout le monde ne pourrait pas être cinéphile si le piratage n'existait pas. C'est ça aussi la réalité. Donc clairement. Et t'as aussi un truc du film en salle, c'est destiné à ceux qui ont le temps de se bouger au cinéma. C'est plus pratique de master en streaming chez soi. Évidemment. 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 Et c'est pour ça aussi que le streaming a tant le vent en poupe. Ça, j'ai envie de dire, évidemment. C'est que aussi, bah, le streaming... au bout d'un moment, c'est beaucoup plus pratique de regarder un film chez soi plutôt que de le regarder plus tard au cinéma, de prendre du temps pour y aller. En plus, c'est un petit peu cher, etc. C'est aussi ça, hein, c'est l'argument monétaire, bien sûr. Donc bon. Et je voulais lire un petit commentaire. Faut pas oublier de parler de l'offre publique. On le dit souvent, mais Arte, France Télé, c'est une offre, c'est une folie. L'offre dispo gratuitement, même sur YouTube. À mon époque, il y avait aucun moyen, il y avait aucun monde où tu voyais Jeanne Diba en 4K sur YouTube gratuit. Évidemment, et c'est pour ça que moi, la vérité, je me dis, mais en fait, premièrement, moi, ce que je soutiendrai en premier dans cette histoire du piratage contre le cinéma, entre guillemets, c'est l'offre gratuite et légale. L'offre gratuite et légale, alors, qui n'est pas en réalité gratuite, je veux dire, ça reste France Télé, vos impôts, tout ça, des trucs du genre. Et Arte, pareil, tout ça. Mais au moins... Parce que ça reste, voilà, c'est ce côté, c'est Nicolas qui paye, mais ça reste quand même vos impôts, j'ai envie de dire. Mais je veux dire, vous allez sur le site de France Télé. Là, actuellement, on peut aller sur le site de France Télé et voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a. Et je vous promets, il y a quasiment que des bangers. On va regarder un petit peu. Alors déjà, vous pourrez regarder Drag Race France, excellente émission. Et surtout, si on va dans la catégorie du coup cinéma. Alors, visiblement, petite rétrospective en ce moment autour de Spielberg, avec notamment Munich, qui pour moi est un de ses chefs-d'œuvre. Il y a également Youssef Salem à succès qui est disponible encore pendant 4 jours. D'ailleurs, il y a eu toute une polémique sur la sortie de Youssef Salem. Pas sortie, mais en tout cas sur la diffusion de Youssef Salem à la télévision, tout ça. Vous avez le Terminal, moi, que je trouve très sympathique, personnellement. Il n'y a pas full pub quand tu lances un film, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Après, c'est assez contradictoire parce que je trouve que Régé a basé une grande partie de son contenu sur une sorte de hiérarchie cinéphilique, les vannes sur Interstellar en VF, en boucle, sur la VF, qu'on peut relier à la séparation amenée par le débat sur le piratage. C'est-à-dire, Béranger, parce que moi, j'avoue, je vois pas trop où tu veux en venir là-dessus. Enfin, je vois le truc de toute manière, Régé le Gorilla, il fait que parler du cinéma populaire, j'ai envie de dire. Et encore une fois, je veux dire, on regarde ces tweets-là où il fait des petits sondages sur est-ce que vous avez vu tel film qui est un classique, etc. Pas beaucoup de monde l'ont vu, mais par contre, The Dark Knight, les gens l'ont vu. Donc voilà, ça c'est aussi ce truc-là où à chaque fois, ce qu'on voit, c'est un petit peu ça. Bougez pas, je vais écrire un truc. Ok, je bouge pas. La blague est trop longue. Mais du coup... On a du coup, alors le lycéen, moi je ne l'ai pas vu, mais Christophe Honoré, ça reste quand même un gros réal, tout ça. J'aime pas trop ce qu'il fait, mais ça reste quand même un gros réal. Annette, excellent. Annette, absolument incroyable. Clairement, un des chefs-d'œuvre de Léo Scarax. Chien de la casse, génial. Entre les vagues, ça nous dit dans le chat que c'est très bien. Moi, je ne l'ai pas vu, je peux pas en dire. Les magnétiques, moi, de ce que j'ai compris, c'est très chouette. Les magnétiques, d'ailleurs, et c'est là aussi où je trouve que ces initiatives-là, elles sont vraiment salvatrices. C'est que les magnétiques, là, il y a le prochain film du même réalisateur, dont j'ai oublié le nom, qui sort actuellement en salle. Donc c'est là aussi où, pour moi, je veux dire, soutenir des films comme ça dans le piratage, ou dans une offre légale, gratuite, etc. C'est quand même ce truc où, personnellement, je trouve que c'est ultra chouette.
France Télé, c'est bloqué si tu vis pas en France, c'est dommage. Bien sûr, c'est ça le problème aussi. Mais bon, il y a des petits VPN, tout ça, vous savez. Et globalement, il y a quand même ce truc où, que ça soit le piratage, que ça soit le fait de regarder un film comme ça sur France Télé, sur Arte, un film même en gratuit sur YouTube ou un truc du genre, parce que maintenant il est dans le domaine public. Bon, du coup, c'est plus rare par rapport à l'exemple que je veux dire, mais c'est aussi se construire une forme de cinéphilie et c'est aussi avoir envie d'aller voir le film au cinéma ensuite. Le film suivant du même réalisateur. Encore une fois, on revient à ça, c'est-à-dire que ça soutient de manière très chouette là-dessus le cinéma, quoi. Donc bon. Les Magnétiques, j'ai adoré, petit vibe Leto un peu, même si film très différent, mais dans les thématiques et la coloration musicale, forcément. Bah, il faudra que je vois, il faudra que je mate, parce que le prochain film du réal, là, il m'intéresse un petit peu. Sachant que sur France Télé, d'ailleurs, vous avez juste sur le site de France Télé, vous avez également Arte dedans. Hein. C'est-à-dire que là, on voit Jackie Brown, c'est sur Arte. Et les films sur Arte sont généralement disponibles sur la chaîne YouTube d'Arte. Et pour le coup, je parlais un petit peu des lecteurs, des players des films. Il y a quand même ce truc où effectivement, au niveau du lecteur, YouTube, il n'y a pas mieux. C'est-à-dire que vraiment, YouTube, vous pouvez le naviguer dans tous les sens, etc. C'est parfait. Il y a des pubs. Ça par contre, oui, c'est un petit peu chiant. Mais je crois que même sur les films qui sont disponibles sur Arte, etc., ils mettent pas de pub tellement. Donc bon. On a du coup une rétrospective Alain Delon pour ceux qui voudraient... se faire mal. Non, en plus, je vais même pas dire ça, parce que dedans, putain, il y a que des films avec des flics. Mais voilà. Après, voilà, oui, VLC reste un excellent player. Mais personnellement, si j'ai le choix entre regarder un film sur VLC et regarder un film sur YouTube, que ce soit à la même qualité, personnellement, ça va, quoi. Sur les films, il n'y a pas de pub, il me semble. Bah, je peux pas savoir, moi, j'ai un petit bloqueur. Mais voilà, c'est meilleur de long. Bon... Je sais pas, ça me manque un peu des samouraïs, mais bon, ça va. À la limite, c'est là. Ensuite, du coup, on continuer un petit peu parce qu'en fait, là, c'est la sélection, mais en vrai, il y a plus. Il y a Roubaix une lumière de Pléchin, c'est vraiment très très chouette. Papicha, je crois que ça a eu un prix. La folle journée de Ferris Bueller de John Hughes, incroyable. Clueless, c'est un film queer, il me semble, je sais plus trop. Ça manque de Visconti, de Melville, bah oui, bon. Bref, ça, à la limite, c'est entre eux et eux. Il y a les Demoiselles de Rochefort. Chef-d'œuvre, ça je pense qu'on peut se le dire. Et surtout, bah, c'est renouvelé tout le temps. Enfin, clairement, c'est vraiment très très chouette, quoi. Carole, le secret de Brokeback Mountain. Enfin, clairement, il y a à boire et à manger. Il y a le cycle Quentin Tarantino sur Arte, où je crois qu'il est en train de se terminer, hein, bien sûr. Donc voilà, quoi. Il y a Kill Bill volume 1, Kill Bill volume 2, Planète Terreur. Enfin, clairement... Il y a vraiment à boire et à manger, je trouve, sur France Télé. Donc, ah oui, non, pardon, c'est Teen Movie. Je suis bête. Il y a des petits films d'animation. Il y a aussi pas mal de courts-métrages. Donc ça, c'est vraiment très très chouette aussi. Clairement, enfin, voilà, typiquement Partir un jour, c'est le court-métrage qui a donné le film en question. Clairement. En plus, voilà, vous avez des petites interviews pour aller plus loin, j'ai envie de dire. Donc voilà, pas mal de bangers, mais la qualité audio, vidéo n'est pas top. Bah, c'est un petit peu le problème aussi. Après, c'est moins cher que gratuit, j'ai envie de dire, donc ça va. Mais au bout d'un moment, il y a vraiment... Et à limite aussi, je sais que j'en ai entendu du bien. Genre à Mariupol, il me semble que ça a été assez bien accueilli. Et je crois que Rosé Chevalier avait dit, oui, en ce moment, ils font un cycle, d'ailleurs, Arte sur leur chaîne YouTube. Si je ne me trompe pas. Tac, je vais prendre un petit peu la chaîne Arte Cinéma. Cinéma plutôt. Parce que voilà, c'est sur la chaîne Arte Cinéma spécifiquement. Donc il y a... Alors, putain, La Voix Royale, en plus, c'est un film relativement récent. Hein. Mais actuellement, du coup, vous pouvez regarder sur la chaîne Arte Cinéma, actuellement, hein, bien sûr. Vous pouvez regarder un petit docu sur Wim Wenders. Vous pouvez également voir Paris, Texas. Donc voilà. L'été dernier de Catherine Breillat. Vous pouvez regarder des petits docus. Il y a toujours de toute façon des petits docus sur des réalisateurs, sur des acteurs, etc. Les Amandiers, apparemment, c'est chouette. Donc voilà, il y a vraiment un docu sur les Amélénies. C'est dommage de ne pas avoir mis. Je crois pas qu'il y ait de film avec les Amélénies, si je me trompe pas. Mais voilà, mais il y a Priscilla Folle du désert. Priscilla Folle du désert, si vous voulez rendre hommage à Terence Stamp, qui vient malheureusement de décéder, et ben vous pouvez regarder Priscilla Folle du désert. C'est vraiment très très chouette. Donc voilà, il y a vraiment ce truc où il y a à boire et à manger en termes de films, en termes de courts-métrages, en termes d'œuvres complètes. Encore une fois, Annette, dispo entièrement sur YouTube. Et pendant un temps, il y avait genre des palmes d'or récentes, il y avait du titane, il y avait vraiment beaucoup de choses. Et encore une fois, tout ça aussi nous ramène à un sujet qui, je pense, est assez central là-dessus par rapport à la question du piratage particulièrement. C'est au bout d'un moment,
comment dire, ce truc du pourquoi est-ce qu'il faut payer la culture? Est-ce qu'il faut payer tout ce qui est culturel? Moi, mon avis, c'est que la culture devrait être accessible, libre et gratuite pour tous, j'ai envie de dire. Mais bon, comment on en fait dans ce cas-là dans une société capitaliste? C'est un petit peu ça qu'il faut remettre en question. Alors attention, du coup, Béranger qui remet son message. Régé joue clairement sur une séparation de classe cinéphile, à travers les films mis en avant et le mépris qu'il a envers certains films, VF ou quoi que ce soit. De par le contenu qu'il propose, il se situe dans une sorte de hiérarchie cinéphile dans laquelle il se place tout en haut. Attention, je suis le premier à vanner les goûts des gens, c'est marrant, mais baser tout son contenu là-dessus est encore autre chose. Il défend le fait que le piratage permet de démocratiser le cinéma à toute classe sociale, mais à travers son contenu, il contribue à faire une hiérarchisation. Ça, c'est un truc que je peux à peu près entendre, dans ce côté où effectivement... Et de toute manière, Régé, je pense qu'il serait à peu près même d'accord avec ça, même si Régé n'est pas non plus en opposition avec tout ce qui est le cinéma hongrois, années 70, tout ça, des trucs du genre. Vous savez, la caricature qu'on peut s'en faire le cinéma d'Europe de l'Est, en noir et blanc, qui raconte la vie du point de vue d'un pigeon, tout ça, des trucs du genre. Il n'est pas contre ça, hein, vraiment, enfin, clairement, dans ses goûts, encore une fois. Il a parlé récemment de Tardes et Soledad, qui est pas non plus le film qui, globalement, comment dire, peut être ultra accessible, évidemment. Le problème qu'il y aurait avec ça, c'est que quand même, oui, Régé se place aussi d'un point de vue, j'ai la légitimité pour parler de cinéma, même si personnellement je n'aime pas ça, donc pour moi c'est un mauvais film, tout ça. Là, c'est un truc que j'entends à peu près et qui, en vrai, c'est un truc qu'il défend lui-même dans le côté où, enfin, déjà parce qu'il a envie de créer du débat, ça je pense qu'on peut se le dire, il a envie de créer du débat, de créer des tapines comme certains le disent, hein, évidemment. Mais il y a vraiment ce truc où, moi, ce que j'observe particulièrement, c'est que quand j'étais chez Allociné, c'était un peu toute la question qu'on avait. C'est revenu d'ailleurs dans l'entretien que j'avais fait avec Johan Sardé juste ici. C'est qu'il y a vraiment ce côté où parler de cinéma au grand public, c'est rapidement se rendre compte que beaucoup de gens sont pas aussi cinéphiles qu'il y a dans nos sphères. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce côté-là où moi, quand je vais parler de tel film qui va me paraître... Et c'est une discussion, d'ailleurs j'ai eu une discussion récemment avec ça, sur ça avec des amis, où j'ai dit, je sais pas, j'avais dit un truc en mode, globalement c'était un aspect où en fait on posait les limites sur le travail que je faisais sur Twitch, sur TikTok, etc. On me disait, bon, globalement c'est chouette, mais il y a des petites limites, notamment le fait que, et c'était la critique un petit peu qui était donnée, c'est de dire, tu parles beaucoup des films populaires. Et moi je suis en mode, en soi... Oui, bien sûr. Reste que, je veux dire, j'ai parlé en live. Alors, déjà, parce qu'il y a un syndrome du côté très. Comment dire? Du côté très biais du survivant, où en fait, on voit pas quand je parle de films moins populaires, etc. Ça, ok. Mais il y a quand même un truc où, personnellement, ce que j'observe également, c'est que j'essaye un petit peu de parler de films moins populaires. Et j'ai donné des exemples. J'ai dit Écoutez Voix, j'ai dit plein de films comme ça, Le Rendez-vous de l'été, des films vraiment qui font du 10 000 entrées, 20 000 entrées, où je dis allez les voir si vous pouvez, si vous avez la chance de passer par chez vous, tout ça. Et au demeurant, j'ai dit d'autres exemples de films qui me paraissent aussi, pareil, peut-être pas niche, mais en tout cas un petit peu du milieu, type Yi ou Jeanne Dillman, et qui en vrai, pour moi, me paraissent être des films, c'est des classiques, évidemment, mais pour le grand public, il y a quand même ce côté-là où ça reste des films où c'est pas non plus les films les plus connus, tout simplement parce que Chantal Akerman, c'est pas un grand nom du cinéma pour le grand public. C'est là où je veux en venir. Bien sûr, c'est un très grand nom du cinéma pour toute personne cinéphile, mais pour le grand public, c'est pas des films très reconnus, même s'il y a eu une rétrospective, même s'il y a quand même eu une mise en lumière de son cinéma. On pourrait dire la même de Claire Denis, on pourrait dire la même, j'ai envie de dire même, parce qu'elle a eu quand même son petit succès, mais j'ai envie de dire même pour les dernières Palmes d'Or françaises, Julia Ducournau et Justine Triet ne sont pas nécessairement des cinéastes ultra reconnus du grand public. À limite, Justine Triet peut être un petit peu reconnue parce que elle a fait son discours à Cannes, tout ça, que ça a fait pas mal parler de lui. Mais sinon, ça reste des cinéastes qui sont assez peu reconnus du grand public. Et on pourrait dire pareil de Laurent Canté, on pourrait dire pareil de plein de réalisateurs. Et après, voilà, on rentre dans des trucs où, typiquement, je ne sais pas si Maurice Pialat faisait tous les plateaux télé lorsque ses films sortaient, donc je peux pas trop me prononcer là-dessus. Mais la réalité, c'est que il y a quand même ce côté-là où, après, comme d'hab, le grand public, pourquoi faire? Après, il y a un peu ce côté
où moi ce que je vois, que ce soit dans le travail de Régé, parce que Régé du coup c'est l'influenceur numéro 1 qui parle de cinéma. Donc c'est aussi pour ça que les gens sautent dessus, évidemment, que ESS Cinéma saute dessus et il dit quoi, mais un influenceur qui parle de ça, etc. Franchement c'est pas sérieux tout ça. Et globalement, il y a quand même ce truc où moi personnellement, ce que j'observe particulièrement, c'est que ça ne m'étonne pas que Régé soit au top, puisque effectivement, il parle beaucoup de films très populaires, de films où je vois particulièrement que il prend en fait les polémiques, mais également les films qui sont très populaires aux États-Unis, avec beaucoup avec beaucoup de verve, avec beaucoup il reprend ces débats-là, il en parle, etc. Là, on va parler tout à l'heure, je pense, du débat, de l'affaire autour de Barbie, le film, la projection qui a été annulée, tout ça. Ça reste quand même des trucs où, à chaque fois, c'est des trucs où c'est des polémiques générales qui sortent de la sphère cinéphile. Donc c'est normal, du coup, que ça soit l'influenceur numéro 1 qui parle de cinéma. Parce que, bah, en vrai, les gens qui... Tout comme, je veux dire, c'est normal que Allociné, là, actuellement, on va faire un petit tour sur Allociné, de quoi ça parle. Ah, bah à la limite, ça parle là du Roi Soleil. Mais sinon, ça parle de quoi? Ça parle de Danny Boyle, qui reste quand même, je pense, un réalisateur assez reconnu. Et ça parle de un truc avec Al Pacino. Donc c'est quand même des trucs où ça dépasse le milieu du cinéma. Et là, vous voyez bien que c'est une petite semaine parce que y a pas grand-chose actuellement. Enfin, c'est normal, hein, c'est avant la rentrée. Il n'y a pas grand-chose généralement avant la rentrée parce que tous les blockbusters s'agglutinent juste avant. Enfin bref. Mais et globalement, vous regardez les films les plus attendus. Bon, c'est pas du film d'auteur, quoi. Je veux dire, Adieu Jean Pat, je crois que c'est un premier film, du coup, de Cécilia Rouault. Non, pas du tout, je suis totalement débile. Donc voilà, c'est une petite comédie comme ça. Moi, j'ai vu la bande-annonce, ça m'a pas non plus subjugué. Sinon, il n'y a pas grand-chose comme film d'auteur, quoi. Il y a Pris au piège. Bon, là, c'est les films les plus consultés, hein, les gens. Donc bon. Camelot deuxième volet, bon je pense qu'on peut passer. The Conjuring, Avatar 3, bon moi je considère que c'est un film d'auteur, mais en vrai oui, c'est un blockbuster. Une bataille après l'autre, on peut considérer que c'est un film d'auteur. Connemara, ouais vite fait également, et encore c'est parce qu'il y a Elliot Lutz dedans, mais enfin qui réalise et qu'en plus il y a Bastien Bouillon, etc. Mais sinon, ça reste quand même un truc où effectivement Alpha on le compte comme film d'auteur, oui bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais sinon, et je pense pas qu'Alpha, je crois qu'Alpha a fait genre 12 000 entrées, un truc du genre. Le film d'auteur, la réalité, il intéresse pas grand monde, quoi. C'est un petit peu ça aussi le problème. C'est pour ça que pour moi, le piratage, ça a été une aubaine. Parce que moi, je vous avoue que Jeanne Dillman, je l'ai regardé en ligne, quoi. Je l'ai regardé en ligne. Et parce que, bah, à l'époque où je l'ai découvert, avant la rétrospective Ackerman, tout ça. Je crois que c'était à peu près au moment où tu avais Sight and Sound qui faisait son top, etc. Et c'était un moment qui était super chouette. D'avoir cette rétrospective-là, d'avoir cet engouement autour de Chantal Ackerman, c'était très très cool. Maintenant, reste que s'il n'y avait pas le piratage, je n'aurais jamais découvert ça, encore une fois. Il n'y avait pas grand monde pour Alpha hier soir dans le plus gros ciné d'arrêt essai de Nantes, ça m'a surpris. Ouais, ben, en même temps, les retours étaient tellement froids à Cannes, de toute façon, on va en reparler, bien sûr. Mais je poste une bande-annonce pour un film d'auteur qui sort le 24 septembre d'ici 45 minutes si tu veux pas. Bah écoute, c'est lequel. Mais bon. Sa rémunération est à la mesure de ses vues, contrairement à Goya qui dispose d'un salaire à vie. Régé n'a pas le choix, ou alors il devrait s'habituer à vivre avec 200 balles par mois, compliqué. Non, mais les gens, c'est là aussi où pour moi c'est la critique. Je vois ton côté ou un peu tatillon là-dessus. C'est que, c'est que évidemment que c'est aussi c'est là où je reviens sur le côté, enfin je vais pas défendre Régé, en vrai il fait ce qu'il veut, il fait des trucs dans son coin, tout ça, je trouve que des fois il a des opinions catastrophiques, je trouve que des fois, bon, il tombe un peu trop dans les tapines, etc. Et bon, Osef quoi. Mais clairement, pour moi il y a quand même ce truc où il essaye un petit peu, et encore une fois, c'est ça, c'est ce sondage-là, c'est que ça reste ce truc les gens qui regardent l'influenceur cinéma numéro 1 ne s'intéressent pas trop au cinéma. Et c'est normal. Je veux dire, vraiment, c'est normal. C'est au bout d'un moment, y a pas, on est 70 millions en France, il n'y a pas 70 millions de cinéphiles. Enfin, de cinéphiles qui affirment être cinéphiles convaincus, quoi. La sphère cinéphile, elle est relativement restreinte. Je veux dire, vous regardez les films qui sont passés à Cannes et qui ont eu la Palme d'Or, et globalement, ça reste quand même c'est pas tout le temps des films qui font 10 millions d'entrées, quoi. Donc bon.
Le piratage, tout le monde pratique, mais en faire la pub, c'est autre chose. On n'est déjà pas beaucoup à acheter des Blu-ray. On a besoin de restauration des films et des éditeurs pour rendre disponibles les films, même s'il reste encore beaucoup de films disponibles. Mais en fait, le problème, c'est que les restaurations de films, de toute manière, elles arriveront quand elles arriveront, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a des ordres de priorité. Napoléon d'Abelgan, ça a été une priorité numéro 1 en France, ça évidemment. Financé par Netflix, financé par la Cinémathèque française, financé par des acteurs, je crois même genre la Fondation Louis Vuitton, des trucs du genre. Ou alors Chanel, je sais plus, enfin bref, un truc du genre. Et enfin une marque de luxe, quoi, globalement, qui a financé ça. Et globalement, il y a quand même ce truc où, personnellement, il y a, oui, des ordres de priorité, quoi, dans les restaurations qu'on fait. C'est-à-dire que les gros blockbusters, vu qu'ils sont plus populaires, etc., sont prioritaires sur les plus petits films d'auteur, quoi. Après, moi, mon ordre de priorité personnel, ça serait de rendre disponible et restaurer mes films préférés ou des films qui sont largement oubliés. Bien sûr, ça serait la priorité pour faire découvrir plus de films comme ça. Mais qu'est-ce qui fait vendre aussi? On est dans une société capitaliste. C'est un peu ça aussi le problème. C'est pour ça que le piratage, quelque part, j'ai envie de dire que dans une société qui va bien, c'est pas bien, le piratage. Mais là, actuellement, la société, elle va pas très bien. Et les coûts actuellement de la vie, les coûts actuellement de comment tu gères tout ça, comment tu gères le fait... comment dire? Comment tu gères tes dépenses, ça reste quand même ce truc où c'est assez compliqué. Donc c'est pour ça que le piratage dans une bonne société, ça reste... si la prise de risque de Régé qui doit faire du 7K par mois... Non, mais je dis pas que ça c'est une prise de risque. Non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais bon. Après, encore une fois, vous voyez... En fait, le problème, c'est que tu regardes tous les tweets de Régé. Il y a beaucoup de tweets tapines, ça bien sûr. On va pas se mentir là-dessus. Mais il y a aussi des tweets où, je veux dire, il parle de La Pampa, qui reste quand même un film qui a fait, je sais pas, 10 000 entrées. Et c'est un tweet qui fait 30 000 vues. Alors que quand il fait un tweet sur l'affaire... Bon, l'affaire Barbie, j'ai l'idée. Mais je veux dire, quand il fait des tweets sur l'ascension du gouvernement, il fait 10 fois plus. C'est voilà. Et pareil pour... bon, ça c'est un retweet. Donc voilà, c'est aussi ça, quoi. Encore une fois, les gens ne voient pas trop les tweets qui parlent de plus petits films, quoi. C'est ça un petit peu le problème. Regardez, Fix, t'as fait plus que les Sentiers de la Gloire. Pourtant, bon. Presque, on a déjà vu une scène ciné full brandée cinéphile qui a vraiment pop et duré plusieurs années. Bah, d'aucuns diraient Antoine Goya. Quand même, Antoine Goya, il a bien pop, hein, bien sûr. Mais ça reste... Ah, c'est moi. Mais ça reste ce truc où c'est des petits... Enfin, c'est des épiphénomènes, quoi. Et en plus, Antoine Goya... je veux dire, moi, je l'adore, évidemment, mais il y a trop de gens qui ont repris le mood d'Antoine Goya pour juste être méprisant. Fossoyeur. Ouais, Fossoyeur, à la limite. À la limite, mais bon. Pendant un temps... Non, pendant un temps, vite fait... In the Panda essayait un petit peu de faire ça, mais bon, c'était très vite fait, quoi. Donc bon. Mais ouais, mais en tout cas, son contenu Twitter et TikTok, c'est le néant. Alors sur YouTube, il est vraiment intéressant. Mais c'est pour ça que pour moi, enfin, pour revenir du coup à la question du piratage, c'est que le piratage, en fait, moi, je suis pour le fait de pirater des films inconnus, j'ai envie de dire. Et je veux dire, les gros blockbusters, tout ça, bon, oui, piratez-les également, hein, bien sûr. Donnez pas de thunes à ce genre d'énergumènes là, qui de toute manière, encore une fois, c'est des studios qui sont pas fiables. C'est des studios où en soi, c'est pas cool. Mais bon. Oui, voilà, Microciné, typiquement, moi, c'est une chaîne que je soutiens évidemment énormément. Je sais pas si Samir est là actuellement, mais il passe parfois ici. Et je trouve que c'est une super chaîne. Reste que, je veux dire, les interviews de Microciné ne font pas non plus 2 millions de vues, quoi. Et c'est un problème. Moi, je kifferais hein, que les interviews de Microciné, que les entretiens de Microciné fassent vraiment du 2 millions de vues, des trucs du genre, quoi. Ça serait incroyable. Mais c'est pas trop le cas, quoi. Donc, encore une fois, moi, si vous voulez mon petit tuto comment soutenir les plus petites productions. Premièrement, vous allez sur France Télévisions parce que ça reste votre argent, hein. Ça reste vraiment votre argent, hein, bien sûr. Et il y a quand même ce truc où ça reste vous qui financez ça de toute manière. Ah, bien sûr, des chevaliers. Mais moi non plus, hein. Vous savez ça, hein. Bien sûr, je suis financé que par vos dons. Et bon, vous donnez jamais, donc bon. mais globalement, dans l'ordre, moi je dirais soutenez la création des plus petits films sur France Télévisions, sur la démarche gratuite
sur Arte également, sur la chaîne YouTube d'Arte, ça évidemment. Ensuite, soutenez les films en salle. Ça aussi, c'est quand même un angle où, moi personnellement, je trouve que si j'ai aujourd'hui ma culture cinéphilique, que je n'aurais pas eu sinon, c'est grâce au piratage. Et qu'est-ce que je fais de cette culture-là? Bah, je prends mon pass UGC, je vais au cinéma, je vais parfois payer des séances dans du plus petit ciné, etc. Et les cochons sont bien gardés, quoi. Donc ça veut dire que sans cette culture cinéphilique-là qui a eu grâce au piratage, bah clairement, je ne soutiendrai pas actuellement le cinéma français. Ou le cinéma tout court d'ailleurs, hein, bien sûr. Donc c'est pour ça que le piratage permet, in fine, oh, je pense pas. Mais le piratage permet, in fine, de soutenir le cinéma. C'est un petit peu contradictoire, hein, presque, j'ai envie de dire. Mais c'est le cas. C'est clairement le cas. Et clairement, aller au cinéma, ça c'est la meilleure manière de soutenir des films. Et en plus, c'est quelque chose, le dispositif du cinéma ne peut pas... Merci Béranger d'avoir offert un sub. Ah putain, à l'autre. Mais merci. Voilà, Béranger qui donne. Et je veux dire, n'hésitez pas à donner sur cette chaîne pour soutenir le cinéma. Puisque même si je pirate mes films, je soutiens quand même le cinéma. En plus, en ce moment, je prends des glaces quand je vais au cinéma. Donc bon, je vois pas pourquoi il faut valoriser une extension inutile plutôt que la pérennisation d'une niche sur la question du discours. C'est-à-dire. Tac. Les plus gros pirateurs sont certainement le plus gros acheteur de cinéma en DVD ou en place, la cinéphilie étant une chose de plus en plus rare, je n'ose pas imaginer ce qu'elle serait aujourd'hui sans le piratage. Mais bien sûr, enfin je pense qu'aujourd'hui sans le piratage, Marvel n'existerait pas. C'est un peu ça quelque part la meilleure tech qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, aujourd'hui, si... parce que ce qu'on peut observer, moi j'avais observé récemment MCU Box Office. Si on regarde le box-office du MCU au fil du temps, il a évolué, il a grandi. Enfin, clairement. C'est-à-dire que, oui, alors le premier, je vais m'intéresser purement au MCU. Le premier Iron Man était déjà un gros carton. Mais Iron Man 2 a été un encore plus gros carton. Vous n'allez pas me dire que c'est que les DVD, vous n'allez pas dire que c'est que les gens qui étaient fans des DVD qui sont allés les voir. Et Iron Man 3, ça a fait 1,2 milliard. Évidemment. Évidemment que c'est vraiment énorme. Et où encore une fois, les films les plus piratés, c'est généralement des films qui sont les plus vus. Donc ça veut dire que quand même, il y a beaucoup de gens qui ont regardé des Iron Man chez eux en piraté. Et qu'est-ce que ça a engendré? Ça a engendré des gens qui ont voulu aller voir derrière Iron Man 3. Mais non, mais Terranio qui dit, à l'inverse, sans piratage, Marvel serait plus fort que jamais. Je ne pense pas. Je ne pense pas, personnellement. Parce que je pense que si les gens regardent Iron Man chez eux et qu'ils se disent, putain, c'était pas mal. Tiens, il y a la suite qui sort là dans 6 mois. Allez, je vais aller le voir. Je pense quand même qu'il y a un petit effet boule de neige. Je pense quand même qu'il y a un petit effet où les gens se disent, ah bah tiens, je vais aller voir le prochain Iron Man parce que je l'ai regardé chez moi. Voilà, un pote m'a filé le DVD, tout ça. Et puis je vais la regarder, quoi. Le premier Iron Man, un des premiers films que j'ai piraté, mais il y a plein de gens comme ça, quoi. Le manque d'accès... Alors attendez, tac. Le manque d'accès à la culture, ça favorise les gros et ça blesse les petits. Si tu ne peux voir qu'un film de l'année, tu vas voir le Marvel, tu ne tentes pas un Romer. Bah oui, mais là tu parles d'un manque d'accès à la culture qui, de toute manière, est-ce qu'il aurait existé de base? C'est un petit peu ça aussi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, moi je pense que quelqu'un qui pirate le dernier Marvel, ou qui pirate un Romer, va aussi peut-être pirater le Marvel. C'est ça aussi. C'est là aussi où c'est assez étrange, quoi. Le piratage était fort pré-Avengers Endgame, mais bien sûr. Et encore une fois, je veux dire, à la sortie de Dune 2, le piratage pour Dune a remonté. C'est quand même des gens qui se disaient, bon tiens, il y a Dune 2 qui sort, je vais regarder le 1, le film les a convaincus, ils sont allés voir le 2. C'est quand même, moi ça me paraît un truc très légitime, quoi. Donc bon, le nombre de personnes qui vont voir The Batman 2 parce qu'ils ont piraté le premier, mais bien sûr. Et c'est pour ça, quelque part, que moi je trouve que c'est presque un truc anti-piratage que de dire ça. C'est de dire que sans le piratage, il n'y aurait pas des suites de blockbusters, etc. Parce que les suites de blockbusters se tiennent beaucoup sur le piratage, quoi. Après, il y a aussi les bandeurs qui achètent des Blu-ray de films remasterisés de petits éditeurs à la Le Chat qui fume et Roboto. En mode limite, tu peux les avoir qu'en précommande des fois. Je sais pas s'ils s'y retrouvent financièrement, mais ils ont une niche de 30 trentenaires, quarantenaires, cinquantenaires. Force à eux, ils rendent disponibles en bonne qualité pas mal de films, évidemment. Non, mais ça reste ce truc où, moi, la vérité, moi je suis pour le fait que des petits distributeurs, des petits éditeurs de DVD qui fassent des trucs dans leur coin. Mais même ça, je veux dire, c'est pas parce qu'il y a une dizaine de personnes qui va pirater tes petits trucs
que les gens vont vraiment vouloir que ça va faire couler la boîte, faire couler les prochains projets. Il y a quand même une grosse base qui achète pour soutenir. Et je veux dire, encore une fois, moi je suis dans ce même cas. Hein. Je veux dire, il y a des DVD que j'achète chez moi, quoi. Donc bon. Il y avait des suites par dizaines avant l'existence du piratage ou du format physique. Oui, mais après, est-ce que les suites étaient aussi... Enfin, moi, c'est ça le truc, c'est que généralement, ce que j'ai l'impression d'observer, c'est que les suites de films, à l'époque, avant le piratage, etc., déjà, l'industrie était différente, ça, ok. Mais les suites de films n'étaient pas généralement aussi acclamées, aussi grosses, avant l'existence du support physique. C'est-à-dire que généralement, les suites, c'était quand même moindre en termes de succès, en termes de rentabilité, quoi. Dans le sens où je comprends pas pourquoi il faudrait s'adresser au plus de personnes possible au profit d'un appauvrissement du discours, faire des tapines, pour que ça permette de faire découvrir d'autres films. Ça montre juste qu'il y aurait une cinéphilie valide et une autre des gueux. Les gens ont un libre arbitre, ils savent si un médium les intéresse et peuvent très bien aller d'eux-mêmes dans une niche et avoir plus de goût. Bah moi je suis pas d'accord avec la fin, dans le côté où, oui je suis d'accord avec le fait que les gens ont un libre arbitre, ils peuvent savoir si ça les intéresse, tout ça. Le problème c'est qu'ils ont pas nécessairement le temps. C'est un petit peu ça aussi le problème aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a de moins en moins de gens qui sont cinéphiles. C'est aussi pour ça, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je viens de me refaire toute la trilogie Iron Man, j'ai donné tout mon argent à Disney. Bah oui, c'est un petit peu ça aussi. Et je pense que ouais, le support physique aide beaucoup, mais je veux dire, je sais pas, prenons, je sais pas, la licence Alien, Alien Box Office. Toute la licence Alien, j'ai envie de dire. Est-ce que le 2 a plus rapporté que le 1? Moi, c'est ça aussi où je suis curieux. Ça se trouve, j'ai tort, hein. Ça se trouve, je suis totalement con, et puis voilà. Ah, tu vois, le 2 a moins rapporté que le 1. Et le 3 a moins rapporté que le 2. Le 4 a un peu plus rapporté. Mais voilà. Il y a 20 plus d'Atoichi, je pense que ça allait en termes de thunes. Ouais, mais après... Je sais pas trop. En vrai, c'est là où je suis curieux là-dessus. Et typiquement, voilà, Prometheus, bon, c'est après tout ça. Et c'est évidemment un gros carton. Mais en fait, c'est là où je suis pas sûr. C'est que je pense que, globalement... Il y a quand même un aspect où le piratage a vraiment bénéficié de fou à Marvel, parce que et à toute l'industrie et à tout machin. Parce que clairement, je veux dire, là demain il y a un Spider-Man qui sort, les gens vont se dire oh bah tiens je vais remater les anciens. Alors soit ils ont un abonnement Disney Plus comme des couillons, enfin je plaisante pardon. Si vous avez un abonnement Disney Plus, force à vous. J'ai des amis qui ont des abonnements Disney Plus, mais mais voilà. Et soit ils ont ça, soit clairement c'est juste soit clairement ils vont juste pirater quoi. Et encore une fois, je veux dire, je sais pas, on regarde actuellement les films qui sont actuellement le plus piratés. Là, moi, tiens, je vais aller sur un des sites que j'utilise personnellement. Je vais pas vous dire lequel. Je vais pas vous dire. Je vais pas tirer XO sur la corde, évidemment. Mais je vais aller sur un site que j'utilise souvent. Et voilà, mon antivirus qui me dit voilà. Et regarder un petit peu. Tac, alors. Ouais. Bah, il y a Alien Romulus, parce qu'il y a la série Alien. Je veux dire, c'est un peu ça, quoi. Bon, sinon, c'est les dernières sorties, évidemment. Et c'est les dernières sorties ouais, coco.fr, allez. mais c'est les dernières sorties. Mais dedans, on retrouve également des films genre Alien Romulus, quoi. Parce qu'il y a la série Alien qui vient de sortir. Et ça, c'est les trucs les plus populaires. Si je regarde par ordre de popularité... Est-ce que j'ai un truc par ordre de popularité? Tous. Si je fais ça. Non, c'est pas ça. Bon bref, mais en tout cas voilà, il y a au moins 2-3 productions où tu te dis bah en vrai, il y a ce genre de truc là où les gens ont envie de rattraper quoi. Et il était dans le top quoi. Donc bon, c'est bénéfique quoi, c'est du bénéfice. C'est pour ça que quelque part, vous avez bien vu de toute manière que moi c'est un peu l'arnaque que je trouve, c'est que la lutte contre le piratage, elle est maigre. Genre vraiment, j'ai pas l'impression non plus qu'il y ait des démarches de dingue pour faire en sorte que le piratage s'arrête complètement, s'arrête de manière nette et précise. J'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de gens où ils sont en mode, bah en vrai, c'est pas non plus la priorité numéro 1 quoi. Les gens, voilà, il y a des strikes, etc. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait des démantèlements journaliers de piratage quoi. Mais parce que j'ai pas l'impression que les studios poussent pour ça. C'est un peu ça aussi moi qui me rend presque complotiste. C'est ce côté là quoi. Mais bon en tout cas, je rappelle l'ordre les gens. Les sites genre France Télé, Arte, des initiatives gratuites, foncez. Si vous voulez faire une culture plus des grands films, etc., vous avez archive.org, ou pareil, c'est légal, c'est gratuit. Donc voilà. Et globalement,
Ensuite, soutenez le cinéma. Le cinéma, la salle de cinéma, si vous en avez les moyens, si vous en avez la possibilité géographique, allez dans la salle de cinéma. Et ensuite, soutenez les petits, si vous pouvez, hein, encore une fois, si vous le pouvez, les petits distributeurs de DVD. Pas nécessairement les gros DVD, enfin voilà, les Disney, tout ça, ça ira, je pense. Mais les petits distributeurs de DVD, parce qu'ils font des belles éditions, parce que, voilà, moi, encore une fois, le Abel Gans, je pense que je vais peut-être me le prendre, je suis pas sûr. Mais bon, il faudra que j'économise un petit peu, il faudra que je vende des pâtes pendant un petit temps. Mais voilà. Et ensuite, si vous n'avez pas la possibilité, piratez. Et ensuite les plateformes. C'est un petit peu moi cet ordre-là. Hein. C'est-à-dire que les plateformes, c'est en dernier recours si vraiment vous avez du mal à pirater, que c'est de plus en plus compliqué. Hein. C'est quand même un truc où c'est réel. Hein. C'est de plus en plus compliqué de pirater. Mais reste quand même que, effectivement, le piratage c'est quand même sympa quoi. Et je lis le commentaire de Rosé Chevalier pour conclure. La vie n'offre pas à chacun les mêmes chances de développer ses critères esthétiques. C'est un aspect dramatique de la situation. Citation de Tarkovsky, j'imagine du coup dans Le Temps scellé peut-être. Mais clairement pour moi c'est effectivement, il est temps d'équilibrer la balance quoi. Il est temps d'équilibrer la balance et le piratage a permis énormément d'équilibrer la cinéphilie des gens. Et on ne peut que remercier évidemment le piratage là-dessus.